Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de la série 7 jours pour agir. L'histoire se déroule dans une base secrète du désert du Nevada, où une branche secrète de la NSA a développé une machine à remonter le temps appelée la chronosphère. Cette machine est basée sur la technologie extraterrestre récupérée lors de l'incident de Roswell, et elle peut envoyer une personne 7 jours dans le passé. Le but du projet, appelé projet Backstep, est d'empêcher des catastrophes majeures qui menacent la sécurité nationale des États-Unis. Le pilote de la chronosphère est le lieutenant Francis, surnommé Frank, Bartholomew, joué par Jonathan LaPlaglia. C'est un ancien Navy Seals et agent de la CIA. Parker est un personnage courageux mais torturé. Il a été choisi en raison de sa tolérance exceptionnelle à la douleur, pour sa mémoire photographique et sa capacité à résoudre des problèmes de manière non conventionnelle. Il a été libéré d'un établissement psychiatrique secret où il était soigné pour des troubles émotionnels résultant de tortures subies en Somalie. Il n'a pas l'autorisation de sortir de la base et il essaye par tous les moyens d'échapper à la surveillance de l'agent de sécurité Nathan Ramsey. L'équipe du projet Backstep comprend aussi le docteur Olga Vokavitch, jouée par Justina Veit. C'est une scientifique russe qui a travaillé sur la version russe du projet de voyage dans le temps. Elle a perdu son mari dans un accident et développe une relation compliquée avec Frank Parker. Il n'arrête pas de la draguer, mais elle refuse toujours à cause qu'il a des problèmes d'alcool et de jeu. Et les rares fois où elle accepte, il la déçoit. Mais au fond, elle a un faible pour lui. Il y a aussi Greg Donovan, joué par Don Franklin. C'est un capitaine de la marine américaine dans les Navy Seals. C'est lui qui chapeaute la partie militaire du projet. Et il est aussi le chrononaute de remplacement si Frank ne peut aller en mission. Chose qui n'arrivera jamais. Ils sont meilleurs amis, et c'est lui qui est venu sauver les miches de Frank quand il était prisonnier en Somalie. Nathan Ramsey, joué par Nick Searcy, est un agent spécial de la NSA. Il est le chef de la sécurité du projet, et il préfère toujours utiliser la force plutôt que de réfléchir pour régler les problèmes. Il était opposé à ce que Frank soit chrononaute. Du coup, Frank n'arrête pas de lui faire des blagues, pas forcément de bon goût. Et il a aussi un rôle dans le projet, c'est lui qui doit utiliser les informations que Frank ramène du passé pour éviter que les problèmes qu'il est parti résoudre ne recommencent. Il y a aussi le docteur John Ballard, joué par Sam Whipple, un scientifique chargé de la maintenance de la machine à voyager dans le temps. Et il doit la tenir prête à partir à tout moment, pour avoir le plus de temps possible pour retourner dans le passé. Il va gagner une île déserte et partir en cours de 3e saison, et il sera remplacé par Andrew Osley, surnommé Hooter, joué par Kevin Christie. C'est Ballard qui l'a proposé. C'est un génie de la physique. Il travaille avec le docteur Montenor pour améliorer la chronosphère. Le docteur Isaac Montenor, joué par Norman Lloyd, c'est lui qui est à l'origine de tout le projet. Il était lié à l'affaire Roswell et il a aidé les militaires à étouffer cette histoire. Et le projet est dirigé par le docteur Bradley Talmadge, joué par Alan Scarfs. C'est un homme assez âgé, mais qui a encore des ressources pour diriger un tel projet. C'est un vétéran de la NSA, et il a encore bon au combat, malgré les apparences. C'est Kerry McGluncage, qui était président de la Paramount TV, qui a émis l'idée de la série. Une machine à remonter le temps capable de remonter 7 jours en arrière, à Christopher Crowe, qui l'a de suite mêlé avec les recherches qu'elle avait fait par pure coïncidence sur la zone 51 pour le producteur de cinéma Don Simpson. Et Alan Scarf, un des acteurs principaux de la série, déclare en interview que l'idée de la série vient aussi d'une constatation que l'on a tous envie de revenir en arrière pour modifier nos choix malheureux. Et le frère de Christopher Crowe, Zachary Crowe, est aussi mis sur la série et ils l'ont produite avec leur société Crown Entertainment. La série a été diffusée aux US sur UPN du 7 octobre 1998 au 29 mai 2001. Et là-bas, elle est simplement appelée 7 Day. Elle va avoir 3 saisons, soit 66 épisodes, mais la série n'a pas marché plus que ça chez eux. Elle a reçu des critiques mitigées. La violence a encore une fois été critiquée sur cette série. Le South Florida Sun Sentinel ont carrément écrit que le niveau de violence gratuite était hors norme, que c'était la nouvelle série la plus sanglante de la saison. Les producteurs étaient d'accord et ils ont fait diminuer le niveau de violence. Elle a aussi été critiquée sur l'idée de départ qui était jugée trop maigre pour en faire une série. La série a quelques inspirations qui viennent d'X-Files, mais les producteurs ne le confirment pas. Mais les extraterrestres et les complots ne laissent pas trop de doute. Et ils ont aussi fait un clin d'œil à la série Quantum Leap. Parker a sauté dans le pape dans l'épisode Sainte Mission, le 19 de la saison 2. En France, c'est M6 qui l'a diffusée, à partir de septembre 1999. Elle n'a pas non plus marqué les esprits chez nous. Le côté répétitif de la série a lassé les téléspectateurs sur le temps, et le budget réduit des épisodes ne permettait pas aux scénaristes de laisser libre cours à leur imagination. Du coup, elle fut arrêtée à la fin de la 3e saison. C'est même Kerry McGluncage qui a fait en sorte qu'elle dure aussi longtemps, vu que l'idée venait de lui. Mais elle n'a pas marché et donc bien obligé de l'arrêter.
L'acteur Alan Scarfe s'est retrouvé déconcerté par cette annulation et a tout fait pour qu'elle continue, sans résultat. Lui, il voyait la série durer au moins 5 saisons. L'épisode pilote de la série a été tourné en partie à Washington DC pour un budget de 13 millions de dollars, un des pilotes les plus chers de l'époque pour une série. Et il est écrit par Christopher Crowe et il a été tourné en 1998. Le reste de la saison 1 a été filmé à Los Angeles, puis toute l'équipe a été déplacée pour la saison 2 et 3 à Vancouver, au Canada. Et l'un des tournages les plus difficiles pour les acteurs est celui qui a eu lieu à Las Vegas, où ils y sont allés plusieurs fois. Il y avait pas mal de monde autour d'eux et ils n'arrivaient pas à s'entendre parler. Tous les épisodes qui ont été faits là-bas ont été redoublés à cause de ce problème en post-production. Et un épisode coûtait un peu plus de 2 millions de dollars à produire. Justina Vai, au moment du casting, voulait quitter le métier, mais elle s'est fait convaincre par le scénario de Christopher Crowe. Elle était en train de lire le livre de Philippe Cosco, The Day After Roswell, qui parle d'OVNI. Et comme elle aime la SF, ça l'a convaincue de prendre ce rôle. La 3e saison fut marquée par un drame. L'acteur Sam Whipple, qui jouait le Dr John Ballard, a dû quitter la série, car il était rongé par un cancer. Il est décédé peu après avoir arrêté la série en 2002. Et ils ont donné une fin heureuse et comique à son personnage. Dans l'épisode 4 de la saison 3, comme je le dis dans l'histoire du perso, il gagne une île pendant un tournoi de poker à Las Vegas. Et dans la foulée, il se marie à 2 femmes. Mais à son réveil, il ne sait plus qui elles sont, car il était sous. Drôle de fin quand on sait la vraie raison de son départ. L'actrice Justina Vai, qui joue le Dr Olga Volkavich, est aussi partie avant la fin de la série. Elle, c'est à cause de problèmes de mauvaise entente avec Jonathan Lapraglia. Son départ et la chute d'audience a pesé lourd dans la décision du PN d'arrêter la série. Elle a quand même tourné des scènes qui seront diffusées après son départ pour pouvoir mettre fin à l'histoire de son personnage. Elle a dit que les scénaristes s'en étaient bien sortis malgré l'idée répétitive de résoudre un désastre par semaine qui finirait par s'épuiser de lui-même. De la même manière que la relation de son personnage avec Frank, il ne pouvait pas jouer au chat et à la souris éternellement. Dans l'état, ça n'allait nulle part. En gros, elle avait perdu l'intérêt pour jouer ce personnage, et d'ailleurs, juste après, elle arrêta sa carrière d'actrice. Pour faire fonctionner cette fameuse chronosphère, il est dit dans la série que son carburant est l'élément 115. Pour imaginer ça, ils se sont basés sur des vrais travaux scientifiques qui ont abouti après la fin de la série en 2003. Je cite, « L'élément 115 a été découvert par des scientifiques du Glenn T. Seaborg Institute et de la Chemical Biology and Nuclear Science Division du Lawrence Livermore National Laboratory, en collaboration avec des chercheurs de l'Institut Unité de Recherche Nucléaire en Russie. L'élément 115 a été officiellement reconnu par l'IUPAC le 30 décembre 2015 et nommé le Moscovium, avec le symbole atomique MC. Comme quoi, la série s'est pas trompée. À la manière des Simpsons, ils ont prédit la découverte du Moscovium. Dans la série, l'explication le pourquoi ils ne vont que très rarement autre part qu'aux US n'est pas très claire. Ils justifient ça par l'emplacement de départ de la sphère, qui est donc dans le désert du Nevada, dans un lieu appelé Never Neverland. C'est un jeu de mots avec la vraie zone 51 qui est située à Groom Lake et est surnommée Dreamland. Et après chaque lancement de la sphère, une équipe est chargée d'aller la récupérer. Et Frank se crache avec à chaque fois. Et c'est toujours lié à la sécurité des US, mais pourquoi ils ne peuvent pas aller partout aux US, mais pas au Canada ou au Mexique, ça reste très flou. Dans la réalité, c'est pour limiter le budget comme d'habitude. Dans cette base de Never Neverland, et il y a des extraterrestres survivants du crash de Roswell. Ils sont gardés en animation suspendue. Ça fait aussi écho au complot de la base 51 qui aurait aussi des extraterrestres en captivité. Et il croisera aussi un extraterrestre qu'ils ont nommé le Gremlin du temps, qui voyage dans le temps comme son nom l'indique. Et il créera un sacré bordel dans l'équipe de Frank. Le voyage dans le temps de la série crée pas mal de paradoxes temporels avec Parker. Il y aurait souvent plusieurs versions de lui-même qui se baladent en même temps. Et pour pallier à ça, ils ont simplement dit dans le pilote que sa version du présent disparaissait au moment où il voyageait dans le passé. Et ça ne sera plus abordé dans le reste de la série. Et un effet secondaire de ces voyages est que Parker vieillit plus que les autres, vu qu'il revient sans cesse dans le passé. Il revit la même semaine plusieurs fois. Et ça aussi, c'est pas spécialement abordé dans la série. Et en plus, il est le seul à se souvenir de toutes ces lignes temporelles alternatives. De quoi bien embrouiller ses souvenirs. À la fin de l'épisode 1 de la saison 2, entre le marteau et l'enclume, il y a un remerciement à la base navale canadienne BFC Esquimalt.
ainsi qu'aux officiers de l'équipe du NCSM Huron pour leur coopération à la réalisation de l'épisode. C'est l'un des rares épisodes qui sort des US, ces 2 sous-marins nucléaires qui se tirent dessus, et Parker doit les en empêcher, pour éviter une guerre mondiale, d'où la contribution de l'armée à l'épisode. Le personnage de Norman Lloyd, qui joue le docteur Isaac Mantnor, eh bien son nom est une référence à Marvel Comics, où Isaac est en fait ISAAC, abréviation d'Intel Synaptic Anti-Anionic Computer. C'est un programme sensible capable de créer des formes robotiques qui règnent sur Titan, la lune de Jupiter. Isaac a été créé par Mentor, le chef des Titans et le père de Thanos. Pendant le tournage de l'épisode As Time Goodbye, ou le dieu du soleil en VF, le 9 de la saison 1, Justina White avait une scène où elle se précipitait pour entrer dans un vaisseau. Mais la rampe d'accès était glissante, et elle est lourdement tombée sur ses fesses. Elle s'attendait à ce que le réalisateur dise couper et qu'on refasse la scène, mais non, il l'a laissé. Et l'actrice a dû continuer à jouer. Et la chute a fini dans le montage final de l'épisode. Après le départ de Sam Whipple, c'est donc Kevin Christie qui le remplace. Mais Kenneth Johnson a déclaré que même si Christie était un super acteur, Christopher Crowe avait raté l'occasion d'ajouter au casting une femme, car la série était trop masculine. Et il dit qu'il aurait dû faire du jeune geek une femme sexy, qui aurait eu un béquin pour Frank, pour créer un triangle amoureux. Et il a rajouté, je cite, « ça aurait fourni une nouvelle opportunité sexuelle aux jeunes hommes du public ». Kenneth voulait réchauffer les téléspectateurs apparemment. Malgré que la série n'ait pas super bien marché, elle a reçu 6 nominations. Jonathan Paglia a été nominé pour le prix du meilleur acteur en 2000, mais ce n'est pas lui qui a reçu la récompense, mais sa collègue, Justina White. Elle l'a remporté un Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle en 2000. Il n'y a pas vraiment de guest dans la série, le budget ne le permettait pas, donc voilà quelques acteurs qui sortent du lot, dites-moi en commentaire si j'ai oublié votre chouchou. On y trouve donc Brian Thompson, connu pour son rôle dans Hercule et bien d'autres, Robert Picardo qui joue le Major Michael McCraft, et il est surtout connu pour son rôle de docteur dans Star Trek Voyager. On y trouve Hiro Kanagawa, Garrett Dillahury qui joue Kevin Poe, il est connu pour avoir joué dans Deadwood et Fear the Walking Dead. On y voit aussi Raymond Cruz. Il y a aussi Harry Shippers, qui joue Walter Landis. Il est connu pour sa voix dans Les Simpsons, dans la version originale, donc il est peut-être pas forcément connu chez nous. Il y a aussi Roxanne Dawson qui joue Helen Kegel. Elle est surtout connue pour son rôle de B. Elena Torres dans Star Trek Voyager. Il y a Teddy Lane Jr. Et le dernier, c'est Eddie Velez, que l'on connaît mieux pour son rôle dans l'Agence Tourisque. Pour une fois, on passe directement à la conclusion. Oui, la série n'a aucune autre adaptation et n'a pas de produits dérivés, à part quelques trucs de presse et des t-shirts sans vraiment d'intérêt. Et si vous trouvez quelque chose d'autre, dites-le en commentaire, parce que le titre de la série n'aide pas vraiment pour les recherches sur ce genre de choses. Et si des fans ont fait quelque chose, pareil, mettez-le en commentaire, qu'on puisse aller voir ça. Et même la musique, il n'y a rien de spécial à en dire, elle a été faite par Scott Gilman, et il a fait le générique et tout le reste des 66 épisodes avec ses musiciens. La BO est disponible en CD avec 30 titres dessus. Donc voilà. La série est disponible en DVD aux US, pas de version française comme d'habitude, et la trouver sur une plateforme légale n'est pas à l'ordre du jour au moment où je fais cette vidéo. Donc pour la voir, ce sera System D. Il y a des épisodes en version originale sur YouTube, mais on peut activer les sous-titres, mais la qualité est pas top. Donc, à vous de vous débrouiller pour la trouver. Moi, j'aimais pas mal cette série. L'action était pas mal présente, et c'est vrai que la saison 1 était un peu violente pour l'époque. Pour moi, c'était un bon point. Et le délire complot extraterrestre est pas trop mal fait. Une bonne série qui avait du potentiel. Dommage qu'elle n'ait pas trouvé son public. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette série, et dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo. N'oubliez pas les trucs de YouTube, abonnement, soutien, le Tipeee, les super merci. Aidez surtout la chaîne en partageant, c'est le plus important. Et sinon, sur ce, moi, je vais pas parler pendant 3 heures. Je vous dis à une autre vidéo. Bye bye!